Bienvenue dans la saison 2 d'Akiba Plat, le podcast local à l'accent chantant pour cultiver le bien-être et la joie de vivre au quotidien. Je suis Audrey Boyer, sa fondatrice et actuellement en dernière année de formation de naturopathie. Ici, retrouvez des interviews avec des professionnels des métiers du bien-être, des hors-séries comme le projet de Vive Voix où je suis allée à la rencontre de personnes âgées ou encore des épisodes en solo. Pour soutenir le podcast, vous pouvez le partager autour de vous, mettre 5 étoiles ou un pouce sur les plateformes d'écoute, ou bien encore faire un don sur la cagnotte Litchi. Tout soutien à cette aventure est le bienvenu. Et maintenant, place à votre nouvel épisode. Vous avez sûrement remarqué que l'on parle de plus en plus de coaching. On trouve des coachs dans tous les domaines. Amour, parentalité, scolarité, monde entrepreneurial, etc. Défini très largement comme un accompagnement personnalisé pour aider une personne ou un groupe à développer ses aptitudes et à atteindre ses objectifs, mon invité du jour aime à dire que se faire coacher, c'est se donner le pouvoir de s'épanouir. Audrey Masson est coach et consultante en bilan de compétences. Elle puise aussi bien dans ses outils que dans ses expériences de vie pour accompagner chacun à révéler tous ses potentiels. Bonjour Audrey. Bonjour. Bienvenue dans Akiba Plat Podcast. Merci. Alors avant d'échanger sur ton métier de coach, est-ce que tu pourrais nous présenter ton parcours ? Nous dire d'où tu viens, qu'est-ce qui t'a amené à devenir coach aujourd'hui ? J'ai fait un BTS tourisme, je rêvais d'être tour opérateur. Et puis, la dernière année de mes études, j'ai été enceinte en fait de mon garçon. Donc j'ai eu mon BTS en poche, j'ai travaillé et puis un peu par hasard, j'ai été embauchée dans une agence de recrutement. Et très rapidement, je me suis retrouvée seule dans cette agence, donc j'ai dû assumer des responsabilités. Je me retrouve seule en fait avec mon petit garçon à ce moment-là, une agence à faire fonctionner. Donc tout se développe. On me donne des objectifs à réaliser. J'y arrive plutôt bien et en fait, mon parcours professionnel fait que je deviens rapidement responsable d'agence, à gérer des équipes, à accompagner des entreprises et des salariés dans leur recherche ou dans leur évolution de poste. Tout au long de ce parcours professionnel, il y a quand même ma vie personnelle qui va être en parallèle puisque donc je suis maman de 2 enfants, mais mon fils aîné est un enfant à haut potentiel et ça n'a pas été évident au niveau scolaire, au niveau relationnel, même entre lui et moi. J'avais beaucoup de mal à le comprendre, à l'école aussi. Donc il a fait plusieurs établissements scolaires. On a cherché plein de solutions, dont beaucoup dans le médical, puisque c'est ce vers quoi on nous orientait. En vain, mon fils a fini en phobie scolaire. Il a quand même eu son bac sans aller, en étant absent le 3/4 du temps. Et en plus de ça, donc j'ai aussi perdu ma maman l'année de son bac justement. Donc ça a été des épreuves assez difficiles à vivre. Et c'est ça qui m'a amenée, tout en travaillant, à vouloir trouver des solutions en fait. Et je me suis intéressée à la PNL, à la programmation neurolinguistique. Je commence à me former au coaching, mais sans vraiment savoir ce que j'allais en faire. C'était vraiment pour trouver des solutions à ma vie. Et puis plus j'avançais, plus dans ma vie professionnelle, plus ça devenait un peu compliqué. Je me trouvais plus tout à fait à ma place. Je relevais aussi que il y avait un problème de sens au travail autour de moi, que ce soit les entreprises que j'accompagnais ou les salariés. J'ai fini par faire un burn-out parce que j'ai poursuivi mon travail jusqu'au bout, puisque j'étais quand même attachée à mon entreprise et à mon poste, puisque j'ai été 18 ans directrice. Et puis ce burn-out en fait qui a été très dur à vivre, puisque j'ai eu du mal à réaliser ce que je vivais. M'a permis vraiment de faire un travail en profondeur sur moi, de poursuivre cette formation de coaching puisque j'ai un titre professionnel et m'a donné en fait aujourd'hui cette envie d'aider à la fois les personnes qui ont traversé des parcours semblables au mien ou semblables à mon fils, puisqu'aujourd'hui j'ai toute cette lecture
Pour les profils, par exemple, comme mon fils qui est au potentiel, le fait d'avoir été beaucoup dans le médical, aujourd'hui, me met beaucoup en colère parce que, en fait, il n'y a pas toujours les solutions dans le médical et il suffit d'avoir une connaissance de soi, de son fonctionnement pour pouvoir justement mieux se comprendre, gérer ses émotions et trouver sa place dans la société. Et aujourd'hui, je me dis, si j'avais su ça plus tôt, on aurait peut-être vécu moins de souffrance. Mais aujourd'hui, voilà, c'est un petit peu, comment dire, pas ma revanche, mais j'aime bien l'appeler comme ça, c'est-à-dire la revanche sur la vie. Voilà, j'ai à cœur d'aider des personnes qui ont vécu la même chose, en fait, et de leur épargner des souffrances inutiles. Voilà. On va revenir sur cette notion de coaching parce qu'on en entend beaucoup parler en ce moment. Oui. On a l'impression que c'est devenu tendance et qu'il existe un petit peu des coachs pour tout. Est-ce que toi, tu pourrais nous expliquer ce que tu fais et quel type de personnes tu accompagnes ? Effectivement, je suis d'accord avec toi. Ce mot coach, il est utilisé à toutes les sauces. Tout le monde est coach. Même, j'ai vu à la SNCF, il y avait des coachs, même à la SNCF. Pourquoi on emploie ce terme coach ou des coachs de vie, etc. En fait, ce métier, à la base, n'est pas réglementé. Donc, en fait, on peut trouver des coachs qui n'ont pas forcément de diplôme, d'expérience, etc. En ce qui me concerne, j'ai pas voulu avoir cette démarche-là. J'ai voulu justement me professionnaliser. Donc, j'ai une certification, j'ai un master coach, j'ai un titre pro aussi en coaching. Qui permet de garantir justement une approche vraiment professionnelle envers mes clients. Et les personnes que j'accompagne aujourd'hui, ce sont des cadres dirigeants ou des managers en fait en entreprise pour les aider à trouver leur posture ou en tout cas à améliorer leurs conditions de travail. Et j'accompagne aussi les particuliers dès l'âge de 15 ans pour qu'ils puissent trouver leur voie dans tous les sens du terme. Donc il y a à la fois des entreprises et Oui. en même temps un public plutôt de jeunes en fait, c'est ça ? Pas forcément que des jeunes, non. Il peut y avoir des moins jeunes, j'ai des femmes d'une quarantaine, même d'une soixantaine d'années. Donc vraiment tous les particuliers qui auraient, je pense, à un moment donné, en fait, un besoin d'aller vers un mieux-être et de mieux comprendre, en fait, de prendre, ouais, c'est plutôt des prises de conscience qu'ils vont avoir sur leur fonctionnement pour un petit peu aller vers une vie qui leur ressemble plus, en fait. Voilà. Et il y a des outils que tu utilises plus particulièrement ? Oui. Alors, il y a plusieurs outils. Je vais m'adapter à la personne. Donc, je suis aussi consultante en bilan de compétences en parallèle. Mais ça, c'est un outil aussi. Qui peut être éligible au CPF, mais là c'est vraiment dans la voie professionnelle. Après, je peux donc j'ai une approche, un cadre de référence sur la PNL ou l'analyse transactionnelle que je peux utiliser lors de mes accompagnements. Alors juste, est-ce que tu pourrais expliquer en 2 mots ce que c'est chacune pour les gens qui nous écoutent? Alors la PNL, oui c'est vrai que pardon, c'est la programmation neuro-linguistique. C'est un peu comme l'hypnose, sauf que l'hypnose va parler à l'inconscient, au subconscient, alors que là on va vraiment s'adresser à la personne. On est dans une approche, ça aide énormément pour travailler tout ce qui est peur, les croyances, exactement, les croyances limitantes, etc. Donc c'est un vrai levier. L'analyse transactionnelle, ça va être plus pour comprendre des schémas qui se répètent, des schémas ou un petit peu ce qu'on appelle les états du moi. Voilà. On va parler par exemple du triangle de Karpman, donc avec le côté victime, bourreau, persécuteur, donc comprendre ce qui est en jeu. Et en fait, à travers ces approches, la personne va mieux comprendre ce qu'elle est en train de vivre pour justement avoir le recul nécessaire et vivre ce qui lui correspond le mieux en tout cas. Voilà. Donc au-delà de ces 2 outils, est-ce que tu en as d'autres? Parce que je t'ai coupé. Non, t'inquiète pas. Donc il y a ceux-là. Il y a aussi, alors je me suis formée à la méthode Ikigai, qui est vraiment un outil d'introspection qui aide vraiment à trouver sa voie de réalisation, ce pourquoi on est fait. Donc moi, j'utilise cet outil. Et après, derrière, bien évidemment, comme je suis coach, une fois que la personne a trouvé sa raison d'être,
en fonction de qui elle est profondément, ses aspirations, etc. Je l'accompagne à mettre un plan d'action. C'est OK, ta raison d'être, c'est ça aujourd'hui. Maintenant, quel est ton premier pas et les pas suivants et un vrai plan d'action pour que la personne puisse ajuster sa vie à ce qui lui correspond vraiment. Donc ça, c'est pour la méthode Ikigai. Et dernièrement, je viens de me former à la numérologie, à la méthode IPCT, qui est une autre approche, un petit peu plus holistique et qui permet en fait, parce qu'on va là avoir la notion de l'âme, ce qui n'est pas le cas dans mes autres approches, qui est assez intéressante aussi, puisqu'elle permet de transmettre à la personne ses potentiels, ses éventuels blocages, etc. Donc on en discute donc à travers ce retour numérologique et à partir de là, je vais pouvoir proposer à la personne d'être accompagnée sur ce qui la freine en fait, ce qui l'empêche d'aller vers son chemin de vie justement. Donc c'est une autre façon de voir parce que je la trouve très intéressante cette approche parce que j'avais constaté en faisant des salons que c'est pas toujours évident de parler déjà avec une certaine conscience de ce qui nous freine, etc. Et là c'est un petit peu amené d'une autre manière et la personne arrive un peu mieux à s'exprimer. Donc j'ai ça comme outil et il me semble que c'est pas mal. Finalement, c'est des outils qui sont complémentaires. Complètement. Donc en fait, moi, mon approche, elle est vraiment adaptée à chaque personne. Donc, par exemple, dernièrement, il y a une personne qui est une jeune qui est un peu perdue dans son parcours scolaire. Elle a arrêté ses études, elle ne sait plus trop où elle en est. Voilà, j'aurais pu lui proposer un bilan de compétences, puisqu'elle avait déjà travaillé. Et voilà, je vais lui proposer on aborde la méthode Ikigai, mais avant, on fait quelques séances de coaching pour travailler certains freins qu'on a relevés ensemble pour qu'elle puisse ensuite faire son travail d'introspection. Donc, c'est complètement adapté. J'adapte et j'en discute en fait avec chaque personne que j'accompagne. C'est une vraie discussion qu'il y a entre nous et ça reste quand même la personne qui va décider, qui va dire oui ou non, une fois que j'aurai bien expliqué chaque approche. Mais c'est vraiment ça, moi, ce que j'aime faire, c'est accompagner l'individu dans son unicité, en fait. Voilà, qu'il soit cadre, que ce soit une entreprise ou une personne. Et donc après, tu disais qu'il y a donc cette prise de conscience, puis un plan d'action. Oui. Donc l'accompagnement que tu proposes, ça peut s'étaler sur plusieurs mois. Oui. En général, un accompagnement individuel, ça va aller de 6 à 12 séances maximum. Alors, la personne en général, elle arrive avec une demande. Voilà, il y a ça qui va pas, elle se sent, elle sait ce qui va pas trop bien ou elle sait à peu près. Mais bon, c'est pas toujours très clair. Et en fait, vers la deuxième ou troisième séance, on va vraiment poser un objectif très clair. Voilà, qu'est-ce qu'elle veut vraiment, avec des critères d'atteinte, à quoi elle va voir, parce que j'ai des personnes qui me disent oui, j'ai pas confiance en moi. D'accord, mais l'objectif dans tout ça et à quoi elle va voir qu'elle a confiance en elle ou pas. Donc c'est très important qu'elle puisse voir ça. Et donc on va travailler soit sur des mises en action, soit ça va être aussi des travaux plus introspectifs. Ça peut être sur la gestion des émotions, ça peut être aussi découvrir ses besoins, ses valeurs. Ça va dépendre de la personne. Et donc, on va cheminer et on va évaluer à la fin de l'accompagnement si oui ou non elle a atteint son objectif. Et c'est à travers tous les critères d'atteinte. Et toi, qu'est-ce qui t'anime particulièrement dans ce métier de coaching ? Alors, moi, j'ai toujours été passionnée depuis jeune par les histoires des gens. En fait, j'ai toujours voulu, dans mes livres, dans mes lectures, etc., ou dès que j'approchais quelqu'un, même dans mon ancien travail, je voulais toujours savoir qu'est-ce qui a fait que cette personne en soit là, etc. Le parcours des gens m'a toujours fascinée et le potentiel des gens. Le talent de chacun, j'ai toujours cru au talent, aux ressources de chacun. Donc ce qui m'anime profondément, c'est de pouvoir accompagner
la personne à accéder à, j'allais dire, oui, à la porte qu'elle n'arrive pas à ouvrir seule. Et j'ai l'impression de contribuer voilà, à ça, en fait, à son mieux-être, à son épanouissement. Voilà, ma petite mesure, je lui permets ça. Il y a beaucoup dans ce que je relève, dans les personnes qui ne s'autorisent pas par rapport au conditionnement, à la vie sociale, etc., ou même familiale. Et du coup, de voir la personne s'autoriser à aller vers ce qui lui ressemble et se dire ouais, c'est vraiment ça que je voulais faire, du coup là, voilà, pour moi c'est parce que je vois en fait un avant et un après dans l'attitude de la personne, que ce soit corporelle, que ce soit dans sa façon de s'exprimer, je vois plus de sérénité. Donc là, je me dis c'est bon, et voilà, ça c'est pour moi, je sais pas, c'est vraiment une joie, une satisfaction immense en fait. J'ai l'impression que c'est en fait comme si tu donnais le pouvoir à la personne de s'épanouir en fait, ou l'autorisation. Oui, c'est complètement ça. Je m'appelle Audrey Masson, le pouvoir de s'épanouir. C'est exactement ça. C'est justement, certaines personnes sont un petit peu perdues des fois, justement, entre la réussite, l'épanouissement, etc. Et effectivement, c'est ça. J'ai vraiment l'impression d'avoir... C'est comme si je permettais, oui, à un jardin de fleurir, quoi. Je suis un petit peu le jardinier. On m'avait dit ça une fois, une personne que j'ai accompagnée me dit, t'as été mon jardinier. Voilà, et je crois profondément que chacun a quelque chose qui lui est propre, donc ça, et qui peut apporter justement, c'est ça pour moi la richesse de l'humanité ou de la... Voilà, ou du travail ensemble, de la collectivité, c'est que chacun a des valeurs ou des ressources qui lui sont propres, mais qui vont permettre à l'autre, voilà, de se compléter. Voilà, ça va, et c'est ça que je vais permettre à la personne de faire. Donc en ce sens, la relation que tu as avec les personnes est super importante parce qu'au-delà des outils que tu peux utiliser, moi je pense aussi que c'est la relation que tu vas construire avec l'autre personne qui va faire aussi que cette personne-là va s'autoriser et va pouvoir à s'épanouir en fait. Oui, alors en plus j'ai eu un parcours de vie personnelle assez riche aussi, dans le sens où j'ai traversé pas mal d'étapes dans ma vie, le burn-out, mon fils qui a eu des difficultés aussi à s'adapter dans la société, etc. J'ai perdu ma maman. Donc en fait, du coup, j'ai... comment dire, à travers toutes ces étapes aussi que j'ai dépassées, travaillées, ça me permet vraiment de aussi, accueillir la personne pleinement comme elle est, en fait. Et oui, effectivement, la relation est très très importante. Je suis assez impliquée voilà, dans cette relation. Donc moi, en plus, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, d'enthousiasme. Et de sensibilité. Et de sensibilité, oui, bien sûr, ça va de soi, d'écoute, l'écoute, la sensibilité, tout à fait. Et ça, oui, il y a à la fois un côté, enfin, ce qui revient souvent, c'est à la fois la personne, elle va être à l'aise en fait, donc ça c'est très très important. Et en même temps, cette énergie va la booster, va la mettre, booster et pas pousser, parce que le coach ne doit pas pousser la personne à aller vers, je vais au rythme de la personne, c'est le travail du coach justement, mais avec ce petit challenge positif, j'allais dire, cette énergie à l'accompagner. Donc ça aide. On me dit ça, on me dit que elles se sentent boostées, donc elles ont envie de le faire, parce que à coaching, ça reste quand même, ça se passe toujours très bien, mais il y a des moments où la personne va sortir un petit peu de sa zone de confort quelquefois. Donc c'est important qu'elle se sente très écoutée, comprise, même s'il n'y a pas nécessité de toujours les comprendre, mais en tout cas accueillie, surtout accueillie, et puis boostée quand elles sont pas, quand elles ont des choses un peu lourdes à gérer, c'est bien de pouvoir s'appuyer. Donc moi je suis vraiment là pour ça. Et ça me fait penser à une question. Oui. Pour toi, c'est quoi la différence, comment on peut expliquer un bon coach d'un coach qui serait un peu moins
pertinent pour accompagner une personne? Parce qu'effectivement, vu qu'il y a cette notion aussi de relation, Oui. comment sentir que finalement je suis allée voir un coach, mais que c'est peut-être pas la bonne personne qui peut m'accompagner? Oui. Oui, c'est très intéressant. D'ailleurs, des fois, on veut m'envoyer des mamans, veulent m'envoyer des jeunes et elles veulent vraiment travailler avec moi parce que j'ai plus à la maman. Enfin, j'ai plus à la maman. La relation est bien passée avec la maman. Et je les mets en garde en disant attention, c'est quand même votre enfant qui dira oui ou non après avoir fait un entretien avec moi. Il n'y a pas de bon ou mauvais, j'allais dire, effectivement, on choisit, il y a besoin pour qu'un bon travail se fasse, effectivement, il faut qu'il y ait la possibilité aux jeunes ou à l'adulte ou même un chef d'entreprise, parce que là, j'accompagne aussi des chefs d'entreprise, de se sentir dans un cadre sécure. Donc, si elles ne ressentent pas ça, si elles sentent qu'il n'y a pas une écoute, une disponibilité, bon là, voilà, il faut se poser des questions. Après, s'il y a un doute, j'allais dire, il vaut mieux, dans ce cas-là, ne pas se précipiter à aller voir quelqu'un et peut-être avoir l'honnêteté de dire au coach, bon, je le sens pas avec vous. Est-ce que, parce qu'entre coachs, on connaît tous des confrères et on a tous cette dimension on sait qu'on peut pas convenir à tout public, donc on peut aussi conseiller d'autres personnes, d'autres personnalités. Mais c'est vrai que c'est une question de personne. Alors, si tu avais 3 conseils à donner à un jeune, on va partir sur ça, qui ne sait pas trop justement ce qu'il veut faire plus tard, qui est un peu perdu, qui ne se sent pas forcément à sa place dans la société. Oui, ça fait beaucoup là. Ouais. Alors, non, mais on va partir du jeune. Donc, qu'est-ce que ça serait J'en ai des jeunes comme ça qui se sentent perdus, effectivement, on va dire à l'arrivée du lycée. Souvent, c'est là d'ailleurs, vers 16-17 ans, parce que justement, ils perdent un petit peu cette innocence. Il y a les Parcoursup qui tombent, ce stress qu'il faut absolument se mettre dans un cadre, etc. Et ils se sentent souvent perdus. Je dirais de revenir à ce qui l'anime profondément ou à tenter d'expérimenter d'autres choses qui ne seraient pas scolaires, justement, parce que pour moi, tout n'est pas dans la scolarité. Et quelquefois, il y a des choses en parallèle. Certains jeunes peuvent expérimenter des passions et ça va faire des liens avec pourquoi pas une vie professionnelle plus tard, mais voilà, qui gardent l'envie surtout. Voilà, l'envie de quelque chose parce que c'est ça qui peut créer chez certains jeunes une baisse d'énergie, etc. J'en connais beaucoup j'en ai accompagné qui ne se sentaient pas à leur place, décalés par rapport à l'entourage, etc. Par rapport à ça, je dirais pas hésiter à échanger, à parler, parce que quelquefois, en parlant un petit peu autour de soi, moi j'avais invité certains jeunes à le faire, ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas tout seuls dans ce cas-là, donc ça crée des liens. Et puis, j'allais dire d'être curieux, de développer cette curiosité, parce que ça aussi, ça joue beaucoup quand ils se sentent perdus, de ne pas forcément écouter son entourage, etc. Parce que des fois, il se peut, d'ailleurs même souvent, que dans le cadre d'une famille, etc., il y en a un, il ne va pas du tout faire ce que pensait, ce que les parents croyaient qu'il allait faire, ou ce que la famille, voilà. Donc, de ne pas hésiter à être curieux, à s'ouvrir. Voilà, c'est ça. Ça, c'est très, très, très important. Ouais. Oui, parce que finalement, on est aussi conditionné et limité dans la famille d'une certaine façon, parce que c'est les parents qui peuvent avoir des idées, toi, tu devrais plutôt faire ça, ou on te voit plutôt dans cette branche-là, mais en fait, on laisse peut-être pas forcément à la personne le pouvoir de pouvoir justement choisir ce qu'il a envie de faire. Et puis, je trouve que c'est aussi très jeune, en fait, de décider à 17 ans ce qu'on a envie de faire. Pour le restant de sa vie, c'est très très jeune, donc on ne se connaît pas encore soi à ce moment-là, quoi. Non, on ne se connaît pas. Alors quand c'est pour la voie professionnelle, donc
moi j'ai ma fille qui est dans cet âge-là justement, et c'est ce que je l'invite à faire, c'est d'aller, dès qu'elle a une idée, surtout, et moi qui ai travaillé dans le recrutement avant, je l'accompagne, et ça j'invite fort les jeunes à faire ça, parce qu'aujourd'hui il y a un petit fossé, les jeunes n'osent pas aller vers les entreprises, mais ne pas hésiter à aller rencontrer les professionnels, parce que du coup il y a un vrai échange, et je sais que ma fille, elle a eu plusieurs idées, elle n'a aucune idée précise, elle avait plein d'idées différentes, et quand on a eu fait un entretien, elle me dit « Ah non mais pas du tout, ça c'est pas fait pour moi du tout », alors qu'elle croyait, d'autres, et en fait ça affine le choix, et ça leur permet de trouver leur direction, parce que regarder sur internet, regarder des fiches métiers, etc., ça reste très théorique, mais échanger avec des professionnels en plus qui connaissent pas le jeune, donc ils vont vraiment transmettre leur expérience, et souvent avec grand plaisir d'ailleurs ils le font. Ça permet d'éclairer le jeune. Oui, de voir vraiment la réalité du terrain du métier. Exactement. Ouais. Moi, je suis à fond pour ça. Voilà. On a des CIO, etc., qui sont vraiment bien faits aussi. Mais moi, moi, je suis vraiment dans le concret parce que j'ai vu beaucoup de jeunes persuadés de vouloir faire un métier. Et à la première année d'études, c'est le drame. C'était pas du tout ce à quoi ils s'attendaient. Et là, c'est difficile pour eux, quoi. C'est une année en l'air, des fois avec des charges financières lourdes. Donc l'objectif, c'est de préparer en amont. J'allais dire, même s'il sait ce qu'il veut faire, même s'il n'est pas perdu, j'invite fortement à faire ça, quoi. Et alors, petite question, est-ce que toi, tu penses qu'il y a assez de préparation justement à l'école là-dessus, sur comment aider le jeune à choisir Alors, je le vis en tant que parent actuellement. Comment dire ? Je trouve que... alors, il y a plusieurs cas d'enfants. Il y a des enfants, ils savent ce qu'ils veulent faire et ça va être une évidence. Il y en a d'autres, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire, etc. Et ce que je trouve un peu trop limitant dans ce que j'ai entendu encore aujourd'hui, c'est ces histoires de barème de notes. Voilà, là, t'es bon, tu peux passer en général. Là, t'attends, tu peux aller là. Mais en fait... moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. Moi, j'ai vu des personnes faire des bacs plus 5 et puis revenir sur ce qu'elles voulaient faire depuis la seconde et faire un CAP en esthétique. Donc, c'est le discours qui me plaît pas toujours. Et par exemple, sur un enfant qui serait plutôt bon mais qui ne sait pas quoi faire, plutôt que de dire « bon, bah, toi, t'es bon, tu vas en général », non, c'est bah, toi, vu ton résultat, tu peux choisir. En fait, c'est lui donner le choix et lui dire « tu as le choix ». Tu as le choix entre la voie professionnelle et voici ce que ça va t'amener, tu as le choix. Voilà. Et j'ai souvent corrigé cet aspect-là par rapport à ma fille quand elle me disait « non, moi, je ne peux pas aller là parce que j'ai tant de moyenne ». Et je lui disais « non, tu as différents choix ». Voilà, c'est plutôt ça. J'allais dire, c'est pas évident parce que les écoles, à la fois, il faut qu'ils forment, il faut qu'ils les préparent, etc. Mais c'est sûr que les jeunes, c'est trop de pression entre le lycée. Il y a à la fois, il faut absolument il y a trop de pression, il faut qu'ils sachent ce qu'ils veulent faire à 16 ans. Ils peuvent pas savoir ce qu'ils veulent faire. Et puis ces idées d'options, Parcoursup. Donc, moi, je trouve que justement, on les amène pas suffisamment à se connaître eux-mêmes. Et c'est vraiment ça l'invitation que je ferais, c'est qu'est-ce qui t'anime profondément, parce que s'il est animé, si le jeune est animé et qu'il se lance dans quelque chose, même si c'est difficile tout ça, il continuera, c'est ça la motivation, c'est s'il est animé, il continuera quelles que soient les difficultés. Et pas va là parce que ça fait bien, fais ça parce que c'est mieux par rapport à quoi? Si le jeune il n'est pas animé, il abandonnera et ce sera un fiasco pour lui et tout le monde aura perdu son temps. Et moi, c'est ça que je préfère reconsidérer, c'est la personne, il est forcément doué pour quelque chose, il a des aptitudes et c'est ça qu'il serait souhaitable de développer. Et pour moi, c'est ça l'apprentissage à la base. C'est développer ce pourquoi nous sommes faits et pas tenter de rentrer dans des cases où à un moment donné, on va vouloir en sortir parce qu'on s'apercevra tôt ou tard qu'on a pris une voie qui ne nous correspondait pas. Tu as sûrement des lectures ou des ressources à conseiller à nos auditeurs et auditrices. Oui. Est-ce qu'il y en a une, par exemple, que tu aurais envie de conseiller là tout de suite ? Alors, la lecture qui m'arrive très souvent de conseiller, je pensais que c'était connu, mais bon, pas par tout le monde, c'est les 4 accords Toltec, que j'aime beaucoup.
et qui justement amène à conscientiser des concepts que moi j'aborde aussi pour la personne d'une autre manière. Et voilà, donc je suis amenée à souvent conseiller cette lecture qui est assez simple, faut juste la lire en 5 temps pour bien, bien l'intégrer. Mais voilà, ce livre-là, oui. Comment commencer un accompagnement avec toi, justement ? Comment te contacter Alors, il y a plusieurs façons. Soit on peut m'appeler, c'est le plus facile, me joindre par téléphone. J'ai aussi, un calendrier électronique, donc on peut prendre rendez-vous directement via Calendly. Voilà, le plus simple, j'allais dire, c'est ça. Je suis sur les réseaux aussi, mais le plus simple, c'est de m'appeler. Après, souvent, je propose un premier entretien pour voir justement si je peux répondre déjà aux attentes de la personne, si le contact passe bien. Et puis ensuite, on envisage un premier rendez-vous pour voir comment on met les choses en place. Et je propose aussi des ateliers. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, alors ça c'est nouveau. C'est depuis le début de l'année, donc différents ateliers à thème. Où je reçois entre 6-10 personnes sur des formats de demi-journée. Donc pour le moment, je les ai mis en place sur le samedi après-midi, mais ça peut être amené à évoluer. Ça peut se faire sur demande aussi, donc il y a différents thèmes. Donc c'est vrai que la méthode Ikigai, elle intéresse, mais des fois pas forcément en individuel, en accompagnement. Donc je l'amène sur 2 demi-journées, ou alors il y a il va y avoir beaucoup sur la confiance en soi, sur la gestion de charge mentale, le développement de son énergie vitale. Comment réaliser ses rêves, ou la gestion des émotions. Donc voilà, ça va être plus des ateliers sur des thèmes, puisqu'il y a des personnes qui veulent pas forcément faire un accompagnement complet, mais certaines thématiques interpellent. Je vais aussi faire prochainement un atelier, mais là ce sera sur une journée complète, sur l'hypersensibilité, puisque ça m'a été beaucoup demandé et c'est un sujet que je connais particulièrement bien. Donc voilà, et donc je les diffuse sur les réseaux, via Facebook en fait, je crée les événements pour que les personnes puissent prendre connaissance. Et c'est très intéressant puisqu'il y a beaucoup de partage en fait. C'est très riche pour tout le monde, pour moi, pour tout le monde. Donc et il y a une continuité. En fait, je garde le lien selon les ateliers, je crée des groupes. Si les personnes sont d'accord, et puis on suit un petit peu le déroulement, voir si les choses peuvent se mettre en place, et au cas où je reste en veille pour leur donner le petit coup de pouce supplémentaire si elles veulent mettre des choses en place dans leur vie. Super, merci beaucoup Audrey pour cet entretien. C'était Akiba Plat, le podcast local à l'accent chantant pour cultiver le bien-être et la joie de vivre au quotidien. Pour retrouver toutes les actualités et connaître le nom des prochains invités en avant-première, abonnez-vous à la page dédiée sur Facebook et Instagram. Prenez soin de vous!